Une fois n'est pas coutume, on va une nouvelle fois discuter du livre des martyrs de Steven Erikson, et plus précisément d'un de mes tomes préférés, Les souvenirs de la glace. Mais contrairement à la vidéo précédente, on va s'intéresser à un seul thème et tenter de l'approfondir le plus possible. Mais tout d'abord, un spoiler warning, la discussion d'aujourd'hui va contenir des spoilers pour les tomes 1 à 3 du livre des martyrs. Il s'agit des jardins de la lune, des portes de la maison des morts et les souvenirs de la glace. Donc si vous n'avez pas lu ces 3 tomes, avancez dans la lecture et revenez un peu plus tard, c'est pas grave. Alors, le thème que nous allons aborder, c'est celui de la maternité ou du lien maternel en général. C'est un thème qui englobe à peu près toute la saga, je reviendrai rapidement sur ce point à la fin, mais il est développé de façon plus approfondie tout au long de ce 3e tome. Et pour explorer ce thème, Erikson va nous présenter et nous faire suivre tout un casting de personnages différents, chacun nous permettant d'étudier diverses facettes du concept de maternité ou de lien maternel. On va donc se pencher sur ces personnages pour comprendre ce que veut nous dire Erikson. Et on commence par le début, par le prologue qui va donner lieu à la rencontre de 2 personnages que tout oppose ou presque. L'épigraphe du prologue nous offre un contexte dans lequel placer cette rencontre. Maes Kim Im, pogrom de la fleur pourrie, 33e guerre Jagged. Directement, on comprend que l'on va assister à une scène se déroulant pendant une guerre et même un pogrom. Donc pogrom, c'est un mot russe qui désigne à la base une destruction ou un pillage, mais qui aujourd'hui est plus communément utilisé pour désigner les attaques racistes contre les juifs. Erikson utilise ce terme délibérément pour bien nous faire comprendre qu'ici le conflit n'est pas territorial, mais bien racial. On rencontre une mère Jagged ainsi que ses 2 enfants, qui sont lancés dans une fuite désespérée pour échapper à leurs chasseurs, des Imas, donc des humains, qui ont juré l'éradication de tout leur peuple. Elle est à bout de force, gravement blessée, et sur le point d'abandonner sa fuite. Surgit alors une Imas, ce qui semble sceller son destin et celui de ses enfants. Mais contre toute attente, l'Imas en question lui propose de sauver ses enfants en les envoyant dans une faille menant supposément à la garenne Jagged d'Omtos Felak, où ils seront en lieu sûr. Mais quelle est l'origine de ce soudain acte de compassion? Lorsqu'on lit les descriptions de la jeteuse d'os Imas, on peut en déduire qu'elle a récemment été enceinte ou a enfanté. Et quelques lignes plus tard, on se rend même compte que cet enfant a été perdu. La jeteuse d'os a déjà les mains recouvertes de sang Jagged. Ce n'est donc pas la pitié qui motive son geste, mais bien la compassion. Erikson met ici en évidence le caractère universel de la notion d'amour maternel et la compassion qui lie toutes les mères entre elles de par leurs souffrances et leurs épreuves partagées. Et pourtant, tout oppose ces 2 personnages. Elles appartiennent à 2 races différentes, diamétralement opposées dans leurs valeurs et leur fonctionnement. Ces 2 peuples se livrent une guerre raciale sans merci depuis des centaines, voire des milliers d'années. Mais tout cela est transcendé par l'épreuve partagée de la maternité, et la jeteuse d'os Imas, ayant déjà connu la sensation de perte d'un enfant, ne peut se résoudre à faire subir cela à une autre mère. Mais à toute action sa conséquence. Et comme Erikson aime jouer avec nos émotions, l'acte de compassion de la jeteuse d'os s'avère rapidement funeste quand on apprend que la faille dans laquelle elle a envoyé les enfants ne mène pas à Omtos Felak, mais bien à la garenne du chaos, et que les 2 enfants Jagged sont dorénavant condamnés à servir de carburant pour sceller cette faille, impliquant des souffrances éternelles. De plus, cela a libéré la précédente entité qui scellait la faille, et ça tombe bien parce que c'est le prochain personnage dont on va parler. Pour moi, il s'agit d'un des personnages les plus tragiques de ce tome, si pas même de la série tout entière en fait. C'est une matrone K'Chain-Chimal. On peut comprendre le rôle d'une matrone comme celui d'une reine abeille. Elle donne naissance à tous les membres de sa colonie et commande son essaim. C'est une immense créature reptilienne, purulente, visqueuse et dotée d'une force physique extraordinaire. Sauf que cette matrone a sombré dans la folie depuis bien longtemps. Imaginez un peu. Des centaines de milliers d'années avant les événements du livre, elle était à la tête de toute une civilisation qu'elle pensait éternelle, et tous les membres de son peuple étaient ses enfants. La matrone s'est fait trahir par sa propre progéniture et utilisée pour sceller la faille durant des milliers voire des centaines de milliers d'années. Lorsque la jeteuse d'os Imas envoie les enfants Jagged dans la faille, son esprit est libéré et rejoint son corps enterré profondément sous un tumulus. Elle se trouve de facto enterrée vivante et réussit à s'extraire de sa prison après 300 000 ans, tout cela pour découvrir le monde qu'elle a connu tomber en poussière et ses enfants détruits.
Qui ne perdrait pas la raison après tant d'épreuves? Son esprit rongé par la folie et désespéré de retrouver une progéniture, elle adopte le jeune garçon Jagged Panion, mais celui-ci finit également par la trahir en l'enfermant et en se servant de son pouvoir tel un outil. Mais peut-on lui en vouloir lorsqu'on se rend compte qu'en fait la matrone considère n'importe quel être vivant comme sa progéniture et exprime son amour maternel par des étreintes violentes et frénétiques, qui brisent l'entièreté du corps de ses enfants et qui ne s'arrêtent que lorsque l'objet de son amour maternel est inanimé. La matrone est une figure maternelle tordue, folle, corrompue, à un tel point que l'expression même de son amour maternel entraîne la destruction de ce qu'elle aime. La matrone est rendue folle par le besoin d'un lien maternel inassouvissable. Sa signification est double au sein du concept de maternité. Premièrement, elle représente la douleur insurmontable ressentie par une mère lors de la perte d'un enfant. Mais elle symbolise également l'idée qu'un amour maternel étouffant, littéralement écrasant, peut s'avérer néfaste pour l'épanouissement et le développement d'un enfant. Et entre parenthèses, c'est vraiment incroyable comment Erikson arrive à nous faire ressentir de l'empathie envers une créature totalement alien qui est basiquement un dinosaure en fait. Non? Y'a que moi qui ressentais de la peine pour cette matrone? Bon, on passe au personnage suivant. En directe opposition avec la matrone, qui est une mère monstrueuse et reptilienne, il y a la mère humaine, dans le personnage de la Mib. Le titre Mib est un titre honorifique au sein des tribus Rivi, qui signifie littéralement récipient ou réceptacle. Lorsqu'on fait sa connaissance, elle est jeune et enceinte d'un enfant malheureusement sans âme. Elle accepte alors de porter en cet enfant l'âme d'un être exceptionnel, la première jeteuse d'os Imas vivante depuis des centaines de milliers d'années, la future meneuse de clan Imas, Renard d'Argenté. Mais voilà, une fois née, la croissance de Renard d'Argenté s'avère incroyablement rapide et la Mib se rend compte que sa fille puise dans son énergie vitale pour accélérer son développement. Cela entraîne un vieillissement accéléré de la Mib qui, d'une jeune fille à peine âgée de 20 ans, se transforme en une vieille femme grabataire, et ce en l'espace de quelques semaines à peine. La Mib commence alors à développer un profond ressentiment envers sa fille. Elle est persuadée que sa fille n'a que très peu d'estime pour elle et qu'elle souhaite sa perte. La mère en veut profondément à sa fille de lui avoir volé sa jeunesse, de n'être plus considérée uniquement que comme une mère, un récipient usagé et dorénavant sans valeur. Ce personnage peut facilement être considéré comme une métaphore, voire une exagération de la dépression postpartum. Basically, with fantasy, you can take a metaphor and make it real. So, what I did was I took postpartum depression and made it much more sort of visceral. Être parent, et plus particulièrement une mère dans notre culture, c'est une épreuve constante qui peut épuiser rapidement le corps et la psyché, au point de faire tomber certaines mères dans des états dépressifs profonds. L'amour maternel vers l'enfant est toujours là, mais apparaît une sorte d'ambivalence dans laquelle l'enfant peut être considéré comme un parasite, un poids pour la mère. Erikson pousse ici l'analogie à l'extrême, en littéralisant la relation parasitaire et même vampirique de la Mib avec Renard d'Argenté, où l'épanouissement de l'enfant se fait au prix de la santé physique et mentale de sa mère. On peut donc mettre en parallèle la matrone Kshenchimal et la Mib, avec pour la première l'absence de relation mère-enfant qui entraîne la détresse psychologique et la folie, et pour la seconde la présence de ce lien maternel qui épuise les forces de la mère. Voilà, on a fait le tour des principaux personnages qui permettent d'explorer le thème de la maternité, je pense, mais je vais encore parler rapidement de deux exemples. Tout d'abord avec la mère du bouclier enclume de Fener, Ytkovian. On a très peu d'informations, mais juste avant sa mort, Ytkovian raconte les derniers instants qu'il a vécu avec sa mère avant qu'il rejoigne le rêve de Fener. Et donc à première vue, on assiste à l'abandon du jeune Ytkovian au culte du dieu de la guerre. Mais ensuite on réalise qu'en fait la mère, par cet acte, souhaitait l'éloigner le plus possible de son père afin de le protéger de son emprise. Ce sacrifice maternel est sans doute un acte fondateur dans la psyché d'Ytkovian, surtout quand on prend en compte son rôle de bouclier enclume du culte de Fener et son propre sacrifice à la fin du livre. Et donc on a ici l'idée qu'une mère est prête à tous les sacrifices si c'est pour protéger son enfant. Be brave and don't look back. Enfin, on peut pas discuter du lien maternel et du thème de la maternité sans mentionner Mère Ténèbres et les Tistandi. Mais dans ce cas, l'abandon de Mère Ténèbres entraîne la déliquescence de sa progéniture, la chute des Tistandi dans une torpeur et une inertie éternelle. Mais on parlera de ce cas particulier lors d'une autre vidéo puisque Mère Ténèbres englobe toute la série et même d'autres livres de l'univers de Malazan. La manière dont est exploré le thème de la maternité tout au long du livre est vraiment une sorte de cas d'école sur comment doit être exploité un thème afin de créer une résonance tout au long de la narration. On part d'un concept de base et on le fait résonner en présentant au lecteur des échos, des répétitions, chacun de ces échos représentant une déformation, une espèce de twist qui vient approfondir et renforcer l'idée initiale. Un peu comme un leitmotiv en musique en fait. Et la force d'Erikson, c'est qu'il parvient à faire ça avec tous ces thèmes à travers les 10 tomes du livre des martyrs. Cela donne un tout cohérent et satisfaisant à lire.
Voilà, j'espère que cet exposé vous aura plu. Si jamais vous pensez à d'autres occurrences du thème de la maternité dans les souvenirs de la glace, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, j'aimerais beaucoup en discuter avec vous. D'autres vidéos sur Malazan sont en cours de préparation, donc restez branchés. Ça fait déjà 2 vidéos consacrées au thème de la série, donc je pense que les prochaines vidéos de Malazan se pencheront plus sur du lore peut-être. Mais en attendant, la prochaine vidéo aura pour sujet un écrit de Tolkien qui me tient beaucoup à cœur. À bientôt!